Bonsoir à tous, bienvenue à 100% Foot, vous êtes sur Equinox Télévision. Exit le mois de mars, où sont les chantiers de la CAN? La réponse elle est simple, ils n'ont pas été livrés, contrairement à ce qui avait été annoncé par les pouvoirs publics. Douala, Yaoundé, Garoua, Bafoussam, les chantiers sont encore en cours. Sur d'autres sites même, les travaux sont pratiquement arrêtés. C'est le cas du stade Paul Biya d'Olembe avec la grève des employés sur le site qui réclame plusieurs mois de salaire impayés en fin de semaine dernière. Ces employés du stade Paul Biya d'Olembe ont manifesté leur colère en réclamant ce qui leur revient de droit. Nous faisons le point sur ces infrastructures ce soir dans cette édition de 100% Foot. Nous parlerons également de la 11e journée des championnats de football professionnel du Cameroun en Ligue 1 et en Ligue 2. L'Union sportive de Douala, battue par son rival sportif New Star de la même ville, c'était dimanche. Au Middle Farm de Limbe, 0 but contre 1, victoire de Fotso Gérard et de son groupe sur l'équipe de l'OF. Castello Pogné, le coach de l'Union sportive de Douala, Nassara Kamaka, et du coup, avec ce résultat défavorable, dégringole au classement de la sous-poule A, désormais quatrième, alors qu'ils ont à un moment donné été premiers provisoirement de cette sous-poule A. En Ligue 2, la Dynamo de Douala a renoué avec la victoire le week-end dernier, 1-0, mais suffisant pour permettre Bonba Diop de garder l'espoir. Des nouvelles également des Lyonnais indomptables qui sont en Chine depuis samedi dernier pour poursuivre la préparation de la phase finale de la Coupe du Monde qu'elles disputeront dès le mois de juin prochain du côté de la France. Les Lions prennent part à un tournoi international. 12 jours pour rivaliser d'adresse avec d'autres nations invitées. Ouverture du bal pour les Camerounaises le 4 avril prochain contre la sélection de la Croatie. Dans cette édition de 100% Foot, nous allons également marquer un arrêt sur la situation de certains acteurs de football. Les arbitres qui traversent des moments difficiles. Fotso Gérard, victime d'un accident de la circulation depuis près de 2 saisons maintenant, est au plus mal. Il crie à l'aide, pratiquement abandonné, alors qu'un autre arbitre, Tidjou, quant à lui, est passé de vie à Tripa très récemment, alors qu'il venait d'officier un match de championnat D2 régional du littoral ce soir. Nous en parlons avec nos invités qui sont en plateau. Amjamari, bonsoir. Bonsoir Sylvestre, bonsoir d'autres panélistes. Effectivement, les arbitres passent des moments très difficiles. Peut-être autant vous introduire d'abord, pour vous présenter à nouveau pour que les téléspectateurs sachent pourquoi vous désirez commencer par le sujet sur les arbitres. Vous êtes ancien arbitre international, oui, instructeur des arbitres aujourd'hui. Oui. Et du coup, nous nous sentons concernés au premier chef par cette situation des arbitres. Vous voyez, je suis en bandeau noir, nous portons le deuil de Chedjou Aloïs, et qui est mort, on dirait, dans l'exercice de ses fonctions, parce que il revenait d'un match de football. Et puis c'est pas par hasard que j'ai choisi d'être en rouge, parce que s'il a été victime d'un accident de circulation où le sang a coulé et il est passé effectivement de vie à trépas. Et bien, nous traversons des moments difficiles. Gérard également, il ne s'en est pas remis de son accident d'il y a 2 ans, où également il allait officier un match à Bamenda. Il est resté sur le carreau. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas passé de vie à trépas, mais il est cloué dans un lit depuis plus de 2 ans. Et aujourd'hui, le monde footballistique l'a presque abandonné à lui-même, et c'est des moments très très difficiles. Nous lui donnerons la parole dans cette édition de 100% Foot. Billy Tanga, bonsoir. Bonsoir Sylvestre Sipoli, bonsoir Wamjamari, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox TV. Vous êtes entraîneur de football, hein. En ce titre vous traversez aussi un moment assez difficile, comme la plupart, en tout cas la grande famille de football, précisément dans la région littorale, avec la disparition du président du Caïman Football Club de Douala, Lotinsame, décédé en fin de semaine dernière. Vous avez travaillé sur le banc du Caïman de Douala, sauf erreur, à un moment donné. Tu savais si le banc du Caïman de Douala? Vous avez accompagné cette équipe à un moment donné d'une manière ou d'une autre, hein. Bien sûr. De toutes les façons. Et je pense que le Caïman Club de Douala est l'équipe que j'ai le plus entraîné dans ma carrière. Donc oui, le Caïman et moi, on va dire comment c'est une longue histoire, c'est une histoire d'amour, c'est une longue histoire. Donc le Caïman est endeuillé, le président Adolphe Lotinsame s'en est allé la semaine dernière, lui, qui est un natif d'Aqua, d'ailleurs à quelques pas pratiquement de la maison Equinox. Donc il s'en est allé. Ça a été un grand temps pour le Caïman Club de Douala. Ce que je tiens à dire, c'est que
probablement on arrivera à remplacer le président. Il sera difficile toutefois de remplacer l'homme qui aura été un homme très ouvert, d'un abord assez facile et qui mettait toujours un point d'honneur à apporter son aide partout où besoin se faisait. Billy Tanga, ancien entraîneur du Caïman Football Club de Douala, et Wam Jean-Marie, ancien arbitre international, aujourd'hui instructeur des arbitres, pour nous accompagner dans cette autre édition de 100% foot. Nous démarrons par le dossier consacré au chantier de la CAN 2019. C'est à oublier puisque ce n'est plus le Cameroun qui organisera cette édition, ce sera l'Égypte avec ou sans le Cameroun. Cameroun qualifié à la régulière face aux Comores. Le match se poursuit dans les tribunaux du TAS du côté de Lausanne en Suisse. On en reparlera. Le temps pour nous de vous montrer, présenter quelques infrastructures sportives alors que selon ce qui avait été annoncé après le retrait de l'organisation de cette compétition au Cameroun, le pouvoir public avait annoncé qu'au plus tard au mois de mars, ces chantiers allaient être achevés pour, disait-il, démontrer aux yeux du monde entier que le Cameroun avait les capacités d'organiser cette compétition en 2019. Reportage. Février 2017, avec un retard de 7 mois, les travaux de construction du complexe sportif de Japoma démarrent enfin. Les pelleteuses, sous l'œil vigilant des responsables de l'entreprise turque, maître d'œuvre, terrassent la superficie de 45 hectares où doit se dresser le complexe. Date de livraison des travaux, décembre 2018, rassure l'entreprise. On travaille jour et nuit, non-stop. Fin de 2018, on va livrer ça complètement. C'est un petit travail pour nous. Un petit travail. On avait bien envie d'y croire. Surtout que lors de ses multiples visites, le gouverneur de la région de Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, président du comité des sites de Douala, était on ne peut plus rassurant. Nous avons plus que des assurances parce que les équipes sont renforcées. Et ça fait que les travaux ne sont pas seulement faits sur ce stade principal. Nous voyons les stades annexes qui ont même déjà une première couche de gazon. Ça, c'était plus d'un an après le début des travaux. Le stade était effectivement sorti de terre. Mais sans être expert, l'on pouvait à raison douter de la livraison à date de ce complexe. Ces doutes se confirment quand le délai de livraison est différé de décembre 2018 à mars 2019. La livraison des travaux normalement est prévue pour le mois de mars, courant mars 2019. Mais quant à ce que le chef de projet nous promet, cette échéance peut être courte. On peut livrer le stade à la fin du mois de février. Bon, quand nous parlons de février, nous parlons de la mise en service et des essais. Mais bien avant déjà, le stade peut déjà être utilisé. Toujours rassurant, le président du comité des sites anticipe sur le temps et voit le stade entièrement couvert en l'espace de 2 semaines. Nous sommes en fin octobre 2018. Dans une quinzaine de jours, tous les éléments devront constituer la toiture de ce stade seront mis en place. En fin mars 2019, le stade n'est que partiellement couvert. L'enceinte du complexe démontre qu'il y a encore bien des efforts à fournir. Les voies d'accès n'ont pas pu elles aussi être livrées en mars 2019. Le chantier est cependant en cours. Mais quand sera-t-il livré? Le ministre des Marchés publics, Ibrahim Talba Mala lui-même, refuse de s'aventurer dans l'évocation d'un délai. Il n'est pas bon de se prononcer sur un délai, mais ce que j'ai dit, c'est que tout le monde est engagé dans l'accomplissement de l'ensemble des ordres de service à délivrer, mais aussi le renforcement de quelques problèmes de paiement. Les factures impayées. Tous les membres du gouvernement qui ont visité les chantiers de la CAN à Douala au lendemain du retrait de l'organisation de la compétition au Cameroun reconnaissent que c'est l'une des raisons du retard qu'accusent les différents chantiers. Il ne reste plus qu'à se fier à la promesse d'y remédier pour espérer que le Cameroun sera prêt pour 2021. Et bien évidemment, comme ça avait été le cas lorsque le Cameroun avait encore en main l'organisation de la phase finale de la CAN 2019, nous poursuivons notre rôle d'éveil. À ce moment déjà, nous tirions la sonnette d'alarme en indiquant que les choses n'avançaient pas sur le terrain, contrairement à ce qui était officiellement annoncé. Eh bien, c'est sur cette même lancée que nous persistons parce que les Camerounais veulent avoir cette CAN en 2021 après avoir perdu celle de 2019 du côté de Yaoundé également. Vous verrez bien qu'en mars, les chantiers n'ont pas été également livrés. Aïe Cyril.
C'était un engagement pris par Paul Biya lui-même, celui de livrer les chantiers relatifs à l'organisation de la CAN 2019 dans les délais. La CAN 2019, c'est déjà demain. Vous avez rendez-vous avec l'Afrique sportive, ici même au Cameroun, et le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends l'engagement. Le président de la République avait été suivi par les entreprises chargées de l'exécution des travaux, notamment Gruppo Piccini. L'entreprise italienne était plus précise en annonçant la livraison du stade omnisport d'Olembe le 31 décembre 2018. On va tout préparer avant, on aura tous les matériaux, les couches drainantes, le substrat, tout sera préparé avant. Et donc on montera un stade en kit, entre guillemets, de façon à aller très vite. Donc entre 1 mois et demi et 2 mois, on montera le stade pour qu'il soit prêt le 31 décembre. Délai difficile à tenir en raison du retard observé dans l'exécution des travaux. Et la Confédération africaine de football, qui n'avait jamais caché ses inquiétudes, décidait le 30 novembre 2018 de retirer l'organisation de la CAN au Cameroun. Dans la foulée, le Premier ministre de l'époque préside à l'immeuble Étoile une réunion du comité interministériel COMIP-CAN. Une nouvelle date est annoncée. Le Cameroun sera prêt le 15 mars prochain. C'est pour ça que nous ne comprenons pas la décision de la CAF. Nous ne comprenons pas la décision du retrait. 15 mars pour les uns, 31 mars pour les autres, mais à la fin, le même résultat. Au lieu des travaux, c'est plutôt des grèves à répétition sur les chantiers. À Olembe, par exemple, les employés menacent de séquestrer les responsables de Gruppo Piccini, non sans marcher sur la capitale pour revendiquer le paiement des salaires. Preuve, s'il en était encore besoin, que le Cameroun n'était pas prêt à organiser la CAN 2019. Billy Tanga, en 2017, alors que la plupart de ces chantiers démarraient, on voyait 2019 loin, sauf que les chantiers avaient pris un retard considérable et la chute, on la connaît, la CAF avait pris la décision de retirer l'organisation de ces compétitions au Cameroun. Là, on a l'impression pour certains que 2021 est loin, sauf que 2021, c'est déjà demain. Oui, c'est vrai que 2021, c'est déjà demain, mais il faut aussi dire que le chemin qu'il y avait à parcourir, de 2017 à 2019, c'est pas aujourd'hui le même chemin, la même distance à parcourir de 2019 à 2021. Vous appuyez sur ce qui est déjà réalisé? Oui, il y a déjà au moins une grosse partie du travail qui a été réalisé. Donc, et je pense que s'il n'y avait pas eu ces grèves à répétition, qui à mon sens sont dues, au manque de décaissement, au retard de paiement, au retard de paiement, à l'indisponibilité de fonds. Et donc, je pense que les chantiers, normalement, auraient déjà dû être terminés et livrés. Bon, malheureusement, notre façon de travailler à la camerounaise fait que, ce que l'État, en général, doit donner aux entreprises prestatrices, ça passe par divers mais en création, voilà, ça devient un peu compliqué. On avait été optimiste pour 2019, on va continuer à être optimiste pour 2021. Oui, bien sûr. Il faut dire que le retard que nous accusons aujourd'hui, ou bien on n'est pas à l'heure parce que le fait qu'il y ait eu glissement des dates a entraîné également un glissement des travaux. Parce qu'on n'a plus la même motivation. Sauf que on avait eu l'impression que les pouvoirs publics, le gouvernement à ce moment-là avait eu comme une détermination. D'ailleurs, il ne s'en était pas caché au gouvernement. On avait fait des annonces publiques pour dire que le rythme allait être d'ailleurs même accéléré pour démontrer aux yeux du monde que le Cameroun allait être prêt le jour dit. Oui, mais à ce moment, on ne pouvait se mettre que dans cette posture. Il était question de séduire et de convaincre la CAF. Il était question de gagner ou d'organiser à tout prix notre CAN. Il fallait convaincre encore quel CAF, puisque là, il avait déjà retiré au Cameroun l'organisation de la CAN 2019. Non, je parle d'avant l'organisation de la CAN. Nous, on donnait toutes les assurances, de par tous les discours que nous avons suivis ici, que nous serions prêts. Mais maintenant, à partir du moment où on a retiré la CAN, ça a créé, qu'on le veuille ou non, ça a créé une sorte de démotivation. Même après le retrait de l'organisation de la CAN, on a continué à dire qu'on fera tout pour livrer en mars. Mais entre ce qu'on a dit
ce qu'on continue à dire est la réalité. Je dis donc que les éléments qui ont contribué à faire que nous ne soyons pas prêts jusqu'à ce jour, il y a quand même une démotivation du gouvernement, des pouvoirs publics, parce que ce n'est plus le même engouement. Dès lors qu'on sait que effectivement en 2019 on ne va plus l'organiser, l'engouement ne peut pas rester le même. Est-ce qu'il ne fallait pas aussi rester cette question d'honneur? Oui. On a dit, on va démontrer aux yeux du monde entier qu'on avait les capacités d'organiser cette compétition en 2019, mais là on passe à côté. Entre la volonté, entre vouloir et pouvoir, il y a un pas. Donc moi je pense que nous avons échoué sur ce plan. Et ça il faut le dire. Nous avons échoué parce qu'il était quand même question de garder la tête haute, de rester sur l'honneur et dire que bon écoutez, la CAF n'avait pas raison de nous retirer cette CAN parce que voilà aujourd'hui, à la date dit, nous sommes prêts. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, finalement, ça donne raison à Ahmad. Ça, c'est ce qu'il faut un peu conclure aujourd'hui. Maintenant, on espère que d'ici là, 2021, on sera prêt. Et je suis d'accord avec Bill lorsqu'il dit que bon, le schéma à parcourir maintenant reste un peu plus court que celui qui a déjà été parcouru. Donc, les chantiers sont quand même sortis du sol. Il y a des stades qui sont presque prêts. Je pense que le taux de réalisation peut être aujourd'hui évalué à 70%. Ça, on peut se le dire. Donc, en 2021, de 2019 à 2021, il reste 30% de chemin à parcourir. Est-ce que ce nouveau délai manqué ne doit pas attirer l'attention, être comme une sonnette d'alarme pour ceux qui ont le pouvoir de décider de conduire à bien ces différents chantiers? En réalité, cela devrait en être ainsi. Malheureusement, nous ne sommes pas convaincus qu'il en sera effectivement ainsi. Pourquoi? Parce que en réalité, on a dit quoi? On a dit on sera prêt en fin mars. On devrait livrer les chantiers en fin mars. À ce moment-là, c'est un engagement qu'on a pris. Quand on prend des engagements, il faut les respecter. Il faut simplement les respecter. Comment dire, le sens de l'honneur, le sens de la parole, le respect de la parole donnée. Et donc aujourd'hui, Ahmad, il faut au-delà de ce que Ahmad dit. De toute façon, le 30 octobre dernier, donc en 2018, le 30 octobre, la décision a été prise. Le 30 novembre, autant pour moi, de retirer la CAN, l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Mais le Cameroun a pris un engagement en disant nous allons livrer tous les chantiers en mars, notamment en fin mars. Il fallait qu'on respecte cet engagement. À partir du moment où on ne respecte pas ces engagements, il est difficile pour les autres, pour nos interlocuteurs, pour ceux qui nous suivent, pour le grand public, de penser que les engagements seront respectés dans l'avenir. De 2017, on va dire quoi? De 2014, 2015, 2016, 2017, on a eu le temps de préparer notre CAN. On s'est endormi, on a laissé le temps s'écouler et quand les délais ont été tellement courts, on s'est donc mis à courir. J'espère que cette fois-ci, il n'en sera pas de même. On a le temps. À partir du moment où on a le temps qu'on travaille d'arrache-pied pour livrer les chantiers à temps et qu'on ait le temps matériel, qu'on ait eu le temps de tester toutes ces installations-là et faire des compétitions pour être sûr que tout va bien. Donc ces chantiers ainsi livrés ne seront pas découverts uniquement, du moins au niveau de leur fonctionnalité, le jour du début de la CAN 2021. Ce ne serait pas sérieux. L'enjeu, c'était aussi celui-là, rassurer un peuple qui a été profondément déçu par le retrait de l'organisation de cette compétition pour 2019. 2021, on a pris l'engagement que les chantiers allaient être livrés en mars. Ce rendez-vous également n'a pas été respecté, de quoi davantage susciter le doute dans l'esprit des Camerounais qui souhaitent pourtant enfin voir leur pays organiser cette compétition, qui serait la deuxième pour le Cameroun. Ça c'est évident. C'est évident parce que n'ayant pas honoré l'engagement de mars 2019, ça peut également, ça continue à laisser les doutes dans la tête des Camerounais. Mais bon, nous devons rester sereins et espérer que 2021 nous appartiendra vraiment et que nous allons tirer des leçons parce que, voyez-vous, cette CAN a été attribuée depuis 2014. Et de 2014 à 2017, on a presque dormi sur nos lauriers. Aujourd'hui, Ahmad nous a, comment je vais dire, hier on a décrié, mais je pense que il nous a aidés. Il nous a aidés. C'est de ça qu'il s'agit. Mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que on se demande bien, on n'aura jamais été prêt en 2019, ça c'est clair. Aujourd'hui, on peut se le dire parce que la réalité est là. Même les stades
que nous avions pris l'engagement ferme et toutes les autorités de la République pour livrer en masse, ça n'a pas été fait. Du coup, on va délier les langues. On est obligé. Mais on espère que, au moins pour 2021, le chef de l'État tient sincèrement à cette CAN. Il tient au fruit à la jeunesse cette CAN. Les Camerounais aussi. Hein, les Camerounais tiennent également à cette Coupe d'Afrique. Vous ne savez pas les désagréments que ça a pu créer auprès des chefs. À tous les niveaux, hein, à tous les niveaux, les désagréments sont énormes. Et on espère pouvoir rattraper ça en 2021, ce qui reste encore à rattraper. On va voir en 2021. L'idéal, ce serait quoi? Qu'en 2020, au plus tard, ces stades commencent à être rodés. On a écouté tout à l'heure l'ingénieur du côté du stade du Omnisport du Japon, c'est ici dans la ville de Douala, qui prenait l'engagement au nom, en tout cas traduisant les propos du responsable de ce chantier, le chef des travaux, que le stade, le complexe allait être livré, les travaux allaient être achevés au mois de mars 2019. Elle a même dit qu'il y avait une possibilité qu'en février déjà, que le stade commence à utiliser des petits rodages et tout. Ce n'est pas fait. Maintenant, il faut peut-être espérer qu'en 2020, à partir de 2020 déjà, pourquoi pas, des matchs de championnat se disputent dans ces différentes infrastructures sportives qui, on l'espère, seront déjà achevées. Oui, c'est ce qu'on espère. En réalité, c'est vrai, il me semble que sur le plan purement technique et au niveau, de l'exécution des diverses échéances, il me semble qu'il y avait possibilité, donc sur le plan purement technique, il y avait possibilité de livrer les chantiers à temps. Qui avait cette possibilité. Mais à partir du moment où il y a eu des retards de paiement, d'autres contingences, à partir de ce moment-là, ça compliquait tout simplement la tâche. Il y a des grèves sur le chantier d'Olembe, à Douala, à certains moments, il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent, ainsi de suite. Donc, à partir de ce moment-là, ça retarde l'échéance et l'échéancier qui a été mis en place par les diverses entreprises, et les chantiers ne peuvent pas être livrés à temps à partir de ce moment-là. Maintenant, le mois de mars il est passé, nous sommes déjà au mois d'avril et ça doit continuer. Pour moi, personnellement, je ne voudrais pas attendre 2020 pour voir les chantiers prêts. À partir de la fin de ce mois même, il faudrait, s'il y a possibilité, si les chantiers peuvent être livrés et que peut-être les derniers matchs du présent championnat, d'élite, des présents championnats d'élite puissent s'y dérouler, ce serait déjà une bonne chose. Et qu'à partir de la saison sportive prochaine, c'est-à-dire 2019-2020, que les matchs puissent effectivement se dérouler sur ces stades-là. Et ce n'est pas à l'aube même de ces championnats-là qu'on doit livrer ces stades, c'est un tout petit peu avant. En tout cas, dès le mois de janvier 2020, la CAF va à nouveau commencer les inspections au Cameroun. Oui, je voudrais déjà dire aussi, comme Bill, que nous avons suffisamment souffert, nous, la population sportive de Douala. Nous avons souffert de voir nos équipes aller jouer hors de la ville et nous n'avons pas de terrain. Donc vivement qu'avant la fin de ce championnat, que les derniers matchs se jouent sur ce terrain, parce que si nous avons pris l'engagement d'être prêts en mars, eh bien, on peut accorder avec faute au mois d'avril, par exemple. Donc, on ne pourra pas jouer pendant que la CAN sera disputée en Égypte. En Égypte, donc vraiment, il n'y aura plus d'excuses en ce moment-là. Donc, il faut que nous soyons prêts et que ces pelouses soient effectivement rodées, parce que vous vous souvenez la CAN au Gabon de 2013, les pelouses qui avait été fait à la hâte au stade d'Oyem, au stade de l'unité. C'était pareil en 2017, Donc la pelouse a besoin d'un temps d'adaptation et d'un certain rodage pour être prêt à être utilisé par les acteurs de football. Donc nous pensons que vraiment il faut en finir, et puis que les journalistes cessent de tirer à boulet rouge sur les pouvoirs publics. Qui ne jouent que leur rôle, bien sûr. Bon. Si on avait écouté la presse depuis le début, peut-être que la CAN n'aurait pas été retirée, l'organisation n'aurait pas été, pour 2019, n'aurait pas été retirée au Cameroun. Maintenant, 2019,
Il y aura bel et bien Cannes, mais pas au Cameroun. En Égypte, effectivement, et les Lions indomptables se sont qualifiés pour cette compétition en s'imposant sur les Comores au match retour. C'était il y a 2 semaines à Yaoundé, sauf que la Fédération des Comores de football a décidé de poursuivre le jeu au niveau tribunal arbitral de sport. Les Comores ont finalement trouvé de l'argent qui leur manquait pour faire enregistrer leur plainte. Et la CAF, une fois qu'elle a enregistré, je veux dire le TAS, une fois qu'il a enregistré la plainte des Comores, a notifié la Confédération africaine de football, c'est qu'elle a un délai de 20 jours pour apporter à son tour les éléments de sa défense. Auquel cas, si la CAF ne se manifeste pas dans ce délai de 20 jours, la sentence va donc être prononcée. Il y a des possibilités, pourquoi pas que le Cameroun soit sanctionné conformément au test et que le pays des indomptables n'aille pas jouer cette CAN en Égypte. Malheureusement, il en est ainsi, Sylvestre Hippolyte, il y a cette possibilité. Le Cameroun, a finalement gagné son ticket sur le terrain. Le Cameroun, nous ne sommes plus pays organisateurs. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2019 va se dérouler en Égypte. Donc le Cameroun gagne son ticket sur le terrain, mais il y a cette affaire qui est pendant en justice et à partir de ce moment, il faut attendre effectivement la décision de justice. Le problème, je vais dire comme ça, le problème qui tombe un tout petit peu dans l'absurde, c'est que au niveau du classement général du groupe du Cameroun, le Maroc est premier, le Cameroun est deuxième, le Malawi est troisième. Donc les îles Comores ne sont même pas troisième. Donc au cas où le Cameroun viendrait à être disqualifié, par exemple, par le TAS, je ne suis pas sûr que le TAS va demander d'annuler tous les matchs du Cameroun. C'est ce que pensent les Comores. D'annuler les points concernant les matchs du Cameroun. Non. Que la sentence qui sera rendue annulera, il remet simplement ce match Cameroun-Comores. On a simplement dit on va les Comores gagneront sur tapis vert. Donc logiquement, si le Cameroun arrive à être disqualifié, c'est le Malawi qui devrait se qualifier pour, c'est-à-dire à la place du Cameroun et non pas les îles Comores. Je ne pense pas que qu'il y ait des points de droit ou de loi au niveau des règlements de la CAF qui insiste sur le fait que le pays ne doit pas participer aux éliminatoires, par exemple, ou alors que ces points doivent ne compter que pour du beurre. Invité au Qatar pour visiter les infrastructures qui serviront à l'organisation de la Coupe du Monde 2022, le président de la Confédération africaine de football, Ahmad, a été interrogé par la presse locale sur justement cette polémique autour de la qualification ou non des Lions indomptables du Cameroun en phase finale de la CAN 2019. Il a tranché le débat pour lui. Il n'y a même pas débat à ouvrir. Les Lions indomptables sont qualifiés à la régulière et ils seront en Égypte pour défendre leur titre remporté en 2017 au Gabon. Le président de la Confédération africaine de football indique que l'article 92 des statuts de la CAF qui s'applique lorsqu'on retire l'organisation d'une compétition à un pays ne peut s'appliquer au Cameroun, étant donné que c'est la CAF à travers son comité exécutif qui a pris la décision non pas de retirer mais de différer l'organisation des CAN 2019 pour 2021, 2021 pour 2023 et 2023 pour 2025 en parlant d'un glissement. Oui, Ahmad a fait déjà une très vaste diplomatie pour pouvoir décaler toutes ces dates sur 3 pays différents. Pour le Cameroun, pour la Côte d'Ivoire, pour la Guinée. Ça, il a réussi ce pari. Mais sauf que ce qui est diplomatique n'est pas juridique parce que c'est le TAS. Et le TAS dit le droit. Et le droit qui sera dit parce que lorsque Ahmad soutient que pour le Cameroun, ça a été un report, il a même utilisé le mot glissement, ça a été un glissement de date, eh bien, c'est son avis. Mais maintenant, il y a l'avis du droit qui sera dit par le TAS. Et comme nous savons que les décisions du TAS ont un caractère coercitif, eh bien, il va forcément s'imposer à Ahmad. Est-ce qu'il ne faudrait simplement pas que le président de la CAF et la FECAFOOT accepte la main tendue de la Fédération de Comores de football qui invite ces deux parties à la table de discussion. Le team manager de cette sélection des Comores de football a dit à Yaoundé que la Fédération des Comores de football invite la FECAFOOT et la CAF à la table de discussion. Mais ils ont eu une première assise à Yaoundé.
Rien à filtrer. Et ce serait quoi? Que le Cameroun rien à filtrer. Laisse sa place au Comores. Sylvestre, il faut discuter. Après l'assise de Yaoundé, rien à filtrer. Et c'est après l'assise de Yaoundé que les îles Comores ont trouvé de l'argent pour aller cautionner leurs requêtes au TAS. Ça veut dire qu'ils sont sur une lancée. Voilà. C'est pour dire que peut-être dans cette première discussion ou cette discussion préliminaire, ils n'ont pas trouvé satisfaction et ils sont sur le chemin pour poursuivre. Maintenant, je voudrais dire à Bill que, non, écoutez, le Comores soutient et argue que si la sentence avait été rendue au moment de la saisine, le match Cameroun-Comores n'aurait pas eu lieu et le Comores serait 3e. Voilà comment il raisonne, puisqu'on a suivi le responsable de leur délégation ici. Il dit que non. Lit que c'est le Malawi qui est 3e, c'est une lecture erronée, parce que eux, ils saisissent, ils dénoncent avant que la 4e journée ne soit programmée. Et à la 4e journée, la 6e est derrière, autant pour moi, et avant que cette journée ne soit programmée, eux, ils étaient 3e. C'est avec la défaite de l'autre jour à Yaoundé qu'ils passent 4e. Donc, pour eux, ils estiment qu'au moment où ils attaquent, ils sont dans la posture de 3e. Et donc, que si le droit est dit, ce sera à leur avantage. Et c'est eux qui seront qualifiés. Ici, à ce moment-là, le droit dit, donc, si c'est annoncé, le Cameroun, disons par exemple, le Cameroun participe à la CAN 2019, je dis par exemple, et à ce moment-là, le Cameroun est interdit de poursuivre les matchs éliminatoires. Lesquels éliminatoires? Éliminatoires pour 2019? Pour 2019, c'est-à-dire, oui, j'ai dit, en suivant la logique des îles Comores. Ça compte que pour vous n'irez pas, vous ne jouez pas les matchs éliminatoires, ça ne sert à rien. Donc, lorsque le Cameroun était encore pays organisateur, il jouait également des matchs. Les points étaient un tout petit pris en compte comme ça, mais en réalité, il allait compter que pour du peu. Dans tous les cas, la Confédération africaine de football reste lucide sur cette affaire-là. Pour la CAF, il n'y aura pas de changement. Le Cameroun sera bel et bien en Égypte pour défendre son titre. Et puisque c'est le cas, messieurs, commençons par le technicien de football ici en plateau. Clarence Seedorf a désormais 3 mois ou 2 mois et demi environ pour préparer une équipe conquérante. Oui, il a, 2 mois et demi, 3 mois pour préparer une équipe. Je pense que depuis que Clarence Seedorf et Patrick sont là, ils sont en train de travailler d'une certaine manière. Ils ont fait, la revue des troupes. Aujourd'hui, ils ont plus de certitude et de repères par rapport au groupe, par rapport aux joueurs qu'ils ont eu à utiliser. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une ossature qui s'est dessinée au fur et à mesure que les matchs arrivaient. C'est vrai que les premiers matchs, c'était un peu à ce moment des matchs qui comptaient pour du beurre, mais depuis que la CAF a décidé de faire un glissement de date pour l'organisation de la CAN et que le Cameroun devait donc gagner sa qualification sur le terrain. Il me semble qu'on a été bien plus sérieux qu'auparavant. Le système de jeu a évolué. Les joueurs il y a une plus grande régularité dans la présence de certains joueurs sur le terrain et les performances sur le terrain également plaident dans même si certains pensent que les équipes que le Cameroun potentiellement croisera en phase finale de la CAN seront au niveau bien meilleur que celui des Comores. C'est normal. Et donc il ne faut pas s'endormir sur ce qui a été produit face aux Comores, qui n'ont pas le niveau de la CAN puis ils ne sont pas qualifiés. En principe, les 24 équipes qui sont qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations sont les meilleures parmi toutes les autres nations. Donc les éliminatoires, en principe, lorsqu'on fait cette comparaison-là, sont d'un niveau un peu moins relevé que le tournoi final, parce que le tournoi final regroupe les meilleurs éléments. Bien maintenant, évidemment, le Cameroun ne va pas rencontrer le Comore. Là-bas, donc, si le Cameroun est qualifié, que le Comore, donc, les îles Comores sont à côté, le Cameroun rencontrera des adversaires d'un tout autre acabit. Notons aussi que toutes les autres nations qui ont eu à disputer les éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Égypte ont été confrontés au même problème que le Cameroun, c'est-à-dire en rencontrant pendant la phase éliminatoire
pas toujours les meilleures équipes du continent, parce que les meilleures équipes du continent vont se retrouver en Égypte. En Égypte. Donc, et rendez-vous la semaine prochaine pour le tirage au sort de la phase de poule de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, la semaine prochaine, le 12 avril précisément, le Cameroun saura quels sont ses 3 adversaires en phase de poule de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous étiez au Gabon en 2017, personne n'attendait cette équipe des no-names, c'est ainsi qu'on l'avait qualifié avec des joueurs que certains découvraient, tels que, on ne les citera pas peut-être pour ne pas frustrer les uns les autres, mais il y a des joueurs que certains découvraient et du coup on ne faisait pas beaucoup de paris sur cette sélection qui était alors amenée par Hugo Broos. Aujourd'hui, Clarence Seedorf arrive. Dans cette équipe, il y a des champions d'Afrique en titre qui y sont toujours et qui sont d'ailleurs illustrés lors du match contre le Comore, le cas de Clinton qui a marqué, même si au Gabon il n'était pas titulaire. Vous étiez au Gabon, vous avez vu au-delà de l'aspect technique dans cette équipe une véritable âme. C'est peut-être ce que Seedorf devrait aussi chercher à conserver, cette âme d'envie d'aller chercher, de prouver, de gagner. Je voudrais d'abord rebondir sur ce que je vous ai entendu discuter sur l'île Comore, comme si vous mésestimez cette équipe. Ben, écoutez, moi, je voudrais qu'on sache raison garder. Aujourd'hui, les équipes ont beaucoup évolué sur le continent. Il y a un nivellement. Il y a un nivellement de valeur. Vous voyez, par exemple, il y a la Tanzanie qui s'est qualifiée, il y a la Mauritanie, il y a le Madagascar, il y a le Burundi. Ben, écoutez, vous croyez qu'ils ont bataillé, ils ont joué les matchs éliminatoires. Et vous étiez également avec moi au Gabon, justement, lorsque nous avons été suffisamment tutoyés par la Guinée-Bissau. Vous vous rappelez ce match? Qui est qualifié également. Ben voilà, où il a fallu un coup de génie de Siani Sébastien pour qu'on sortit de ce match, ou bien de Ngande, parce que nous avons été menés par cette équipe. Un slalom, vous n'avez pas oublié ça, parce que ça nous avait... Piketty, on n'oubliera pas ce fameux slalom de Piketty. Donc moi je pense qu'il n'y a pas d'équipe à mésestimer, à sous-estimer dans une phase de coupe, parce que c'est la coupe et ça se joue direct. Bon, maintenant pour revenir à la question, moi je pense que ce que Seedorf doit apporter, c'est son génie personnel. Parce que en termes de talent et d'effectifs, moi je pense qu'il en a à profusion. Si vous allez à tous les postes des Lions Indomptables, vous trouverez 2, 3, 4 joueurs à ces postes-là et qui ont presque les mêmes valeurs. Donc moi je pense que le plus difficile pour Seedorf, ce sera de faire une équipe qui aura une cohésion. Une équipe qui aura un fighting spirit. On peut dire qu'il a déjà un groupe, vous le pensez, puisque lors de ses premiers matchs, il cherchait encore à gauche, à droite, et pour le dernier match, il a fait venir ceux qu'il avait précédemment convoqués, et on peut soupçonner qu'il est déjà en train de dessiner son équipe. Je voudrais répondre à la question avec la permission de Jean-Marie. Tu sais, le football, c'est ici de paradoxal. On est en même temps coéquipier, donc partenaire, et en même temps concurrent. Donc lorsqu'on est dans une concurrent au poste. Oui, concurrent au poste, concurrent. Donc lorsque André on est en train de jouer, Fabrice Obla il ne va pas jouer, par exemple. Donc on est concurrent parfois au poste ou bien dans un même secteur de jeu. Lorsqu'on est en train de bâtir une nouvelle équipe, on est d'abord concurrent. Donc on est concurrent parce qu'il y a une nouvelle donne, il y a une redistribution des cartes, il y a des places à saisir. À partir de ce moment-là, la concurrence elle est rude. Donc chacun essaie d'y aller. On va dire dans l'exercice de la com, on va dire j'essaie de donner le meilleur de moi-même. La décision, les choix viendront de l'entraîneur et tout ce quand il met. Tout le monde sait qu'on va essayer de donner tout en espérant être non seulement le meilleur, mais aussi si mon concurrent direct peut être moins bon, donc ça va me faciliter un tout petit peu la tâche. Maintenant, donc, lorsque l'équipe se bâtit, se dessine, tout le monde commence à tirer dans la même direction et à ce moment on est plus partenaire que concurrent. Et là, lorsque Clarence Seedorf et Patrick Leuve arrivent, évidemment ils sont en train de reconstruire une équipe. Ils sont d'abord dans la configuration des joueurs qui sont un tout petit peu concurrents d'un groupe qui est en train de se former, ainsi de suite. Aujourd'hui, notamment les derniers matchs et surtout le match que le Cameroun a livré contre les Comores, on a vu, il me semble, une équipe avec une âme, avec tout le monde qui tire et essaie de tirer
tirer dans la même direction. Donc au fur et à mesure que le Cameroun sera confronté à des matchs difficiles, cela va fédérer les esprits autour d'un objectif commun, et à ce moment-là, l'esprit de groupe va surgir au-delà de tout. Et puis, on a bien constaté après la qualification des Lions, toutes les cérémonies, de célébration dans les vestiaires et tout cela, c'est des choses qui font que les joueurs deviennent amis. Ça renforce les esprits. Et on a vu le coach qui s'y était également mis. L'esprit de groupe. Donc aujourd'hui, je pense que il y a une équipe qui est en train de se bâtir, ou peut-être qui est même déjà là. Il faut simplement renforcer cette chose. Vous ne parler jusqu'au bout de vos propos tout à l'heure. Oui, je disais que nous avons vu dès l'entame de Sidov, son premier match, je crois, c'était contre le Comore, c'était suffisamment haché, tiré par les cheveux. Après, nous avons vu ça suivi le match contre le Malawi. Nous avons gagné sans convaincre. Après, on est allé au Maroc. Ce n'était pas du tout ça. Mais lors du dernier match que nous avons vu, nous avons commencé à voir qu'il y a un esprit qui s'installe dans cette équipe. Nous avons constaté que l'équipe commence à faire véritablement équipe, parce que il est rentré dans l'ossature de 2017, ce qu'on lui reprochait un peu avant, parce que nous avons vu Faye à gauche, Oyongo Bitolo à droite, ou bien vice-versa. Et on a vu Ngande, ça veut dire que sur les 4 défenseurs, il y a 3 de la cuvée de 2017. Et on a vu le retour de Bassoko, on a vu Ndié, tout ça c'est des gens, la cuvée de 2017. Vous voyez donc que sur le terrain, on avait au moins 5 joueurs de la cuvée 2017. Mandjek, qui était dans les 5 entrants, dans les 11 entrants. Donc, Sidov, je pense qu'à la recherche, a fini par comprendre qu'il fallait faire un savant dosage entre ceux-là qu'il découvre et qui jouent peut-être au plus haut niveau dans leur championnat, parce que ça a été son casting. Parce que pour lui, il dit il faut qu'il utilise les joueurs qui sont effectivement utilisés dans leur championnat et qui jouent. Bon, ok, à ça, il a associé ceux de la cuvée de 2017 et ça commence à faire équipe. Sur cette base, nous pouvons garder espoir. Et plusieurs sélections nationales camerounaises sont interpellées sur la scène internationale cette année 2017. Les cadets de Libye, Thomas, qui sont en stage d'acclimatation en stage d'acclimatation en Afrique de l'Est, on va le dire comme ça, vont mettre bientôt le cap sur la Tanzanie pour prendre part à la CAN de cette catégorie dès la semaine prochaine. Les Lions, elles, préparent la phase finale de la Coupe du Monde de France 2019. L'équipe camerounaise est en Chine depuis samedi dernier, où les Lions prennent part à un tournoi international. 12 sélections de ce côté, et le premier match d'Alain Diomfaye de ses joueuses le 4 avril prochain, ce sera contre la Croatie. Là encore, un grand rendez-vous pour une sélection camerounaise des Lions qui vont participer à leur deuxième phase finale de Coupe du Monde. Oui, comme pour dire que nous commençons déjà à être des habitués, Sylvain Sécolite. Et donc, tout ce qu'on souhaite, c'est que le Cameroun, cette fois-ci, fasse un assez bon tournoi. Mais cela, évidemment, va passer par tout le travail de préparation. Si on peut déjà faire un bon tournoi, là en Chine, ça va donner plus de confiance. Mais est-ce qu'on peut s'appuyer sur leur dernière Coupe d'Afrique des Nations au Ghana pour commencer peut-être à se projeter sur cette Coupe du Monde, ce qu'elles pourront démontrer de ce côté-là? De toute façon, le président se bâtit à s'appuyer un tout petit peu sur le passé. Il y a eu des points positifs lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, il y a également des choses qui ont été à décrire. Il y a un nouveau sélectionneur qui est arrivé. Il y a un nouveau sélectionneur qui est arrivé, qui d'ailleurs était là lors la dernière, quand il était venu en appui, qui lui connaît la plupart des joueurs depuis un certain temps, puisqu'il avait également travaillé dans le staff technique précédent. Avec Enongachu, donc qui connaît assez les jeux, surtout les anciennes joueuses qui semblent avoir fait un savant dosage entre ces anciennes là qui sont assez expérimentées et les nouvelles qui avaient été convoquées par son prédécesseur Joseph Briand Ndoko. Maintenant,
le travail est fait. Je pense qu'au niveau de la préparation, pour le moment, on n'entend pas des sons de cloche des discordants. Donc, on a bon espoir que les Lions vont bien se préparer et que cela va leur permettre donc de faire déjà ce bon tournoi auquel elles participent, mais également lors de la prochaine Coupe du Monde de football. On espère sincèrement que l'âge de certaines joueuses ne fera pas véritablement problème. Parlons justement de ces joueuses-là qui sont en fin de carrière. Pour beaucoup, ce sera une dernière participation à une compétition majeure et c'est un rendez-vous avec l'histoire. Je crois que ces filles ont tous les arguments pour pouvoir faire une très bonne prestation parce que ce sont des filles qui jouent ensemble à 70%. Plus de 4 ans, elles jouent ensemble. Plus de 70% de cet effectif jouent ensemble, ça fait plus de 4 ans. Leur entraîneur actuel, c'est un habitué de ce groupe et qui connaît presque par cœur chacune de ces filles. Si on ajoute également l'argument de l'âge, ces filles doivent elles-mêmes se donner une motivation personnelle parce que, en réalité, je pense que c'est le dernier tournoi qui va les mettre en orbite. Vous avez Ngono Mani, Edjange Siliki, Mani, Christine, Ngana Moued, Lecos, Yvonne. Elles sont vieillissantes. Et je pense pour ma part que pour ce tournoi, elles se connaissent parfaitement. Elles étaient à une Coupe du Monde où elles nous ont donné beaucoup d'espoir. Elles sont vues tout le temps au niveau du championnat de football féminin. Et donc, elles ont également la possibilité de se préparer, compte tenu également, parce qu'il faut le souligner, d'une certaine proximité qu'il y a entre certaines joueuses anciennes et le staff technique qui est en place. Le staff technique d'ailleurs qui a à un certain moment a participé, je vais dire comme ça, en externe, à la remise en forme de certaines joueuses de l'équipe nationale du Cameroun à une certaine époque. Donc cela participe à maintenir les joueuses en forme. Maintenant, le gros problème, c'est que le niveau du championnat féminin au Cameroun n'est pas si relevé que cela. C'est pas si relevé que cela. Et si on ne s'en tient... À peine 5 matchs de championnat dans les jambes, hein, ça fait il y a 5 journées environ. Oui, d'ailleurs, quel niveau? Donc si on ne s'en tient qu'à ça, il serait difficile de prendre ces joueuses-là, d'en faire des joueuses titulaires au niveau de l'équipe nationale du Cameroun et d'espérer gagner la prochaine. Est-ce qu'on peut s'attendre au renouvellement des effectifs? Alain Djemfa peut prendre cette option-là. C'est vrai qu'on a vu pour les stages qu'il a organisés sur place ici au Cameroun, notamment du côté de Bankomo, il y a de nombreuses joueuses, des jeunes joueuses qu'il a eu dans sa tanière. Le vrai problème, Sylvestre Hippolyte, je vais encore peut-être, bon, je suis obligé de le dire, le vrai problème c'est le niveau réel de notre championnat, notamment du championnat de football féminin. Oui, donc lorsque Alain Djemfa organise des regroupements de ce genre, il va essayer de découvrir les meilleures joueuses du championnat et ainsi de suite. Et donc, mais avec ce niveau-là, il lui est difficile de constituer la véritable équipe nationale du Cameroun, la véritable ossature. Il va aller prendre des joueuses à l'extérieur, à l'international, si je peux dire, dans les championnats UP, à l'étranger, en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, travailler avec elle pour faire monter le niveau général de l'équipe. C'est extrêmement... avec l'équipe nationale Fagnon, comme par exemple du Cameroun, c'est pas possible. Elle a eu à goûter au bonheur de jouer pour cette équipe nationale de football du Cameroun en jouant notamment une Coupe d'Afrique des Nations. René Sylvie Kafui, reconverti aujourd'hui entraîneur de football du côté de la Suisse. La jeune Lionne indomptable a démarré la saison le week-end dernier avec le FC Beaujon, première journée du championnat de football senior des jeunes en première division du côté dans ce championnat à 4-3. Sa première défaite concédée cette saison, c'était son premier match de cette Lionne indomptable du Cameroun, première femme entraîneur de football dans un club masculin du côté de l'Europe. Cette défaite 4-3 qui ne la démoralise pas, qui ne démoralise pas ses troupes. On l'écoutera d'ailleurs tout à l'heure, qui pense que ces joueurs qui découvraient pour la première fois la première division, parce que c'est la saison dernière qu'elle a qualifié cette équipe pour la première division, vont profiter de cette première défaite donc à ce niveau pour continuer à prendre les côtes. Je suis satisfait de la façon dont mes joueurs ont joué. C'est vrai que c'était pas trop ça, mais je suis contente de la qualité du jeu. On a perdu 4-3,
Le match était vraiment difficile, très discuté. Pour une équipe qui a déjà l'expérience en première division, nous c'est notre premier match en première division. Pour moi, je trouve que ça promet. Et puis c'est une bonne chose pour le moral de mes joueurs parce que depuis qu'on est ensemble, depuis l'année passée, c'est notre première défaite. Pour eux, ils étaient déjà sûrs qu'ils sont les meilleurs. Maintenant, je crois qu'ils vont revenir sur terre et comprendre que le football se joue sur le terrain. Il faudrait qu'ils se battent vraiment, qu'ils mouillent le maillot pour qu'on puisse se maintenir en première division et pourquoi pas être parmi les premiers. Impressionnant. Vraiment impressionnant. Il faut dire bravo à la gente féminine, déjà ça. Et en plus, elle entraîne une équipe masculine, Bill. Je sais pas, hein, c'est pas évident. Et puis bon, on est tout content parce que c'est quand même une Camerounaise et puis qui montre ce qu'elle sait faire. Détectée par l'inamovible Atarana Louis de Gonzaga, elle a joué au Cameroun sportif de Yaoundé avant d'entamer une carrière professionnelle hors du pays. Vivement qu'elle nous retourne au pays et qu'elle nous montre ce qu'elle sait faire ici. Et on va lui donner une des sélections et puis qu'elle va nous faire de bonnes choses. Non, c'est vraiment encourageant, c'est vraiment satisfaisant. Et il faut que Dieu l'accompagne parce que c'est pas évident. Et le discours du coach qui ne baisse pas les bras après une défaite d'entrée de jeu en tout début de saison. Bon, c'est une compétitrice, Sylvain Hippolyte. On ne peut pas baisser les bras parce qu'on a perdu le match. Elle peut même pas perdre 2 matchs, ce serait pas une raison. 2 ou 3, ce serait pas une raison de baisser les bras. À partir du moment où tu décides de faire la compétition, tu es tenu aux exigences de la performance. À certains moments, tu vas tomber, tu dois être capable de te relever. Et puis, pour les gens qui ont réussi dans la vie, tout le monde te le dira. Il n'y a jamais, sauf peut-être des cas exceptionnels, un chemin qui est tout tracé où tu ne rencontres pas des obstacles. Non, tu vas rencontrer des obstacles, tu devras les franchir. À certains moments, tu vas tomber, tu devras être capable de te relever pour pouvoir partir. Il n'y a aucune équipe qui gagne tous ces matchs, ça n'existe pas. Donc, à certains moments, il peut y avoir des désagréments, on doit être capable de se relever. Pour elle, comme elle disait, depuis la saison dernière, c'est pour... Ces joueurs n'avaient pas, c'est au Cameroun qu'on parle de poulain, hein, parce qu'on a tendance à considérer des joueurs comme des enfants. Donc ces joueurs n'avaient pas encore perdu un seul match en compétition. Là, ça a été la première défaite. Donc ça leur fait comprendre, la dureté de la compétition, que le niveau est désormais un peu plus relevé que le niveau de l'année dernière. Donc il faudra bosser un peu plus dur. Et là, lorsque j'entends le discours du coach, je suis plutôt content et je lui souhaite vraiment du bonheur. Tu vois, j'ai un large sourire là de voir une Camerounaise qui travaille. Ah oui, surtout qu'il s'agit d'une de vos collègues. Et Jean-Marie la voit déjà peut-être repliée au Cameroun, héritée d'une sélection, sauf que là... Laquelle parce que... Jean-Marie, là, elle entraîne des hommes. Hein. J'espère que tu n'es pas en train de penser qu'on va lui donner une sélection féminine. Alors qu'elle est capable d'entraîner les hommes. Mais elle entraîne aussi, parce que la particularité avec ce club-là, c'est qu'il y a une équipe féminine, une équipe masculine qui est coordonnée. Moi je refuse pas. Elle peut autant entraîner les hommes que les femmes. Généralement, bon, quand on entraîne les hommes, le plus souvent, on a des capacités d'entraîner également les femmes. Moi, le problème, c'est qu'elle entraîne des hommes avec un certain bonheur, avec des résultats qui sont palpables. Qu'elle va revenir au Cameroun, on risque de dire, c'est une dame, elle a qu'entraîner les dames. Par exemple, au niveau de l'arbitrage, tu sais, les arbitres dames, tu ne les vois pas beaucoup en Ligue 1, par exemple. Mais le Cameroun n'a pas cette particularité. Je ne sais pas si en Ligue en France, on a souvent vu c'est pas... Bon, ça beau sifflet. Ça c'était pour taquiner un peu Jean-Marie, parce qu'en réalité, il faut passer les tests athlétiques des hommes pour pouvoir arbitrer. Et il a corrigé. Voilà, on a un expert, attention, monsieur, en plateau avec nous. On va marquer une courte pause et juste derrière, nous allons parler des championnats professionnels du Cameroun. À tout de suite. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football.
Initialement programmé au Centenary Stadium de Limbe, c'est finalement au Middlefam, de la même ville que l'Union sportive de Douala et New Star de Douala se sont affrontés pour le compte de la 11e journée de Ligue 1 dimanche dernier à l'aller, puisque ça c'était le match retour à l'aller, un but partout entre ces deux clubs. Mais en ce match retour, c'est New Star de Douala, vous avez vu ce but qui prend le dessus. Il a suffi de ce coup de tête, c'est bien cela, c'est bien ça qu'il s'agit au coup de tête dans ces défenses de joueurs qui est pratiquement celle Billetanga, où il y a un problème de marquage. Il n'est pas bien marqué, du coup il peut profiter, il met ses balles au fond des filets. Oui, je pense qu'il y a un problème de marquage, mais le joueur est beaucoup plus prompt que son adversaire, je dirais que le défenseur. J'ai eu la chance d'avoir assisté à cette rencontre hier et quand on a vu le but, on a dit waouh, il y a un problème de marquage, l'attaquant a été assez prompt et pour l'équipe de New Star, ça a été le but finalement qui allait donner la victoire à l'équipe. Un but à 0 pour New Star de Douala. Ça rétrograde l'Union sportive de Douala qui, à la 9e journée, avait provisoirement occupé le premier rang au classement de cette sous-poule A. Non, il faut d'abord féliciter cette victoire de New Star parce que vous vous souvenez, la dernière fois que je suis passé sur ce plateau, New Star était suffisamment mal classé et je vous disais qu'il suffisait de gagner 2-3 matchs, surtout dans ce championnat qui est très court. Il suffisait de gagner 2-3 matchs pour se retrouver au perchoir. Aujourd'hui, nous constatons que New Star est sur une très très bonne lancée. Et puis, lors du match aller, de ce match aller, ils ont fait match nul, un but partout. Aujourd'hui, New Star a mis le pion. Mais ceux qui ont vécu ce match reconnaissent quand même en Union une très bonne équipe avec un jeu très bien élaboré. Sauf que au football, on retient celui qui a gagné. Et il faut également dire que depuis que nous avons l'entraîneur brésilien au chevet de l'Union de Douala, chacun s'accorde à dire que l'équipe joue assez bien. Et il a même eu le culot de tutoyer la première place de ce championnat. Pour quelqu'un qui est à sa première année au Cameroun et qui joue pour la première fois ce championnat, il faut continuer à l'encourager. Je pense que les dirigeants de l'Union devraient continuer à lui faire confiance et je pense qu'au bout de 2-3 ans dans ce championnat, il fera parler de lui. On peut déjà se réjouir que le jeu produit par l'Union de Douala est assez plaisant. Ceux qui ont vu les matchs assez régulièrement de l'Union le disent. Bon, maintenant, le jeu plaisant ne suffit pas parce qu'on peut bien jouer et descendre en division inférieure. Donc, on ne gagnerait pas simplement à bien jouer, on gagnerait à bien jouer et gagner. Donc, je pense que cet entraîneur doit se remettre en question et trouver ce qui ne marche pas. Je veux, par exemple, retenir la défaite de la première journée contre le TKC. Il y a eu 3 buts à 0. Non. Ça, c'est la première journée de la phase de retour. Ah, de la phase de retour, oui, parce que première journée de la phase aller, c'était 3-0. Première journée de la phase de retour, c'était 2-1. Si on additionne les deux matchs, ça fait 5 buts contre 1. Je pense qu'il ne devrait pas accepter ce type d'humiliation. Parce qu'une équipe qui vous a gagné... Il s'agit du tonnerre de Yaoundé, hein, c'est pas... écoutez, il s'agit du tonnerre, mais pas du tonnerre du passé, du tonnerre du présent, qui tire un peu le diable par la queue, qui se retrouve un peu dans les profondeurs du classement. Tonnerre, je crois, tonnerre à 11 points. Si vous lui enlevez 6 points qu'il a pris sur Lyon de Douala, ça fait quand même trop. Eh bien, personne ne peut les lui enlever puisque le tonnerre les a régulièrement pris. Hein. Vous parliez tout à l'heure de l'entraîneur de nationalité brésilienne de l'Union sportive de Douala, même s'il est d'origine camerounaise, Love Keskelo Ponier, que nous allons écouter. Un discours plutôt humble pour cet entraîneur de football qui est au micro de Raoul Taboufoui. Oui, très très difficile. On vient de perdre face à New Star, un début régional. C'est le football, on a fait ce qu'on pouvait faire, mais on a pris un but. Et ça nous a pénalisé, on s'est perdu 3 points encore cette journée. Non, il n'y a pas de problème, On travaille un jour, vous savez, c'est le football. Vous savez que les supporters, par exemple, ils aiment la victoire et ce n'est que normal de réclamer. Donc c'est le football. Bien sûr, rester confiant, le championnat n'est pas encore fini, il reste quand même 6 journées, donc on pense qu'on croit toujours pour être les playoffs. Non, très bonne équipe, sur le plan compact et l'entraîneur aussi, tactique très bien. Donc c'est le football, il a gagné, il mérite les 3 points. Eh bien, celui qui a inscrit le but de New Star de Douala, c'est Aristide Medio, plutôt heureux d'avoir permis à son club de prendre ces 3 points précieux puisqu'on s'achemine vers la fin du championnat. Le moindre point est capital dans ce championnat et d'ailleurs on écoutera aussi Armand Fotso, tout comme le coach Patrice Fotso de New Star de Douala.
C'était vraiment un match difficile. On a fait l'essentiel. C'était un match Union, une belle équipe d'Union. On a essayé de donner le meilleur de nous. Malheureusement, à la fin, le but est arrivé et j'ai été bien concentré pour mettre ce but. C'était un corner, c'était un coup de pied de coin. C'est ce qu'on a travaillé durant toute la semaine. Le but est arrivé, j'ai juste fait comme j'ai appris à l'école de foot. Bon, j'ai mis le but dedans. Très difficile parce qu'on avait en face une équipe très joueuse de l'Union de Douala qui nous a donné vraiment du fil à retordre, notamment en premier mi-temps. Mais il a fallu que nous puissions être sur place pour pouvoir contrer les attaques. Tout le monde s'est donné, on a vu l'esprit d'équipe, on a vu la communication, tout n'était pas parfait, mais je pense que l'essentiel c'était les 3 points de la journée. Nous sommes très heureux, n'est-ce pas, d'avoir remporté les 3 points de cet après-midi, surtout que c'est de haute lutte que nous l'avons eu. On est tombé face à une équipe de l'Union qui ne voulait pas résigner, surtout qu'elle a terminé à la phase aller en tête. Donc elle souhaitait, n'est-ce pas, elle aussi remporter les 3 points. Mais finalement, c'est nous qui avons pu les arracher, donc on ne peut que s'en réjouir. Bon, la première mi-temps a été un peu difficile parce que l'Union nous a imposé son jeu sur le plan technico-tactique, on le savait. Et toute la semaine, nous le savions, on a travaillé avec les garçons, on leur a dit que sur le plan technico-tactique, nous y sommes aussi également. Mais seulement pour éviter, n'est-ce pas, cet équilibre-là, il fallait trouver un point, un paramètre sur lequel on devait passer au-dessus, c'était la force. Donc on est passé avec la force et c'est avec cela, n'est-ce pas, que nous avons fait la différence cet après-midi. Patrice Fosso qui fait bien ses classes au sein de New Star de Douala, faut-il le rappeler, c'est un entraîneur de football qui a un stage dans ce club et il est plutôt en train de réussir son pari. S'il fallait attribuer les points, il serait sans doute le premier élève de sa classe. Cette 11e journée de Ligue 1 a démarré jeudi dernier par la victoire de la Colombe du Sud, 1-0 sur PWD de Bamenda. Dimanche, UMS a été battu à domicile 0-1 par Fethieu de Bonjoun. Toujours pas de victoire pour Unisport du Onkam, mais le club a progressé, ce n'est pas de l'ironie, en inscrivant son 2e but de la saison. Unisport du Onkam qui a fait jeu égal avec Yorsport Academy de Bamenda, 1 but partout. Le Tonnerre également a été tenu à l'échec par APGS de Fou, 1 but partout, tout comme le match Eding Fovo s'est achevé sur un score de parité de 1 but partout. On va découvrir ce que nous propose le classement à l'issue de cette 11e journée du championnat de Ligue 1. D'abord dans la sous-poule A, Coton Sport de Garoua qui est exempt de cette 11e journée reste leader avec 15 points, même nombre de points que APGS de Fou et New Star de Douala. Lyon de Douala, après sa défaite, est rétrogradé à la 4e place de ce classement et dans le bas du tableau se retrouve puis de Bamenda, le Tonnerre de Yaoundé et le Dragon de Yaoundé qui pour l'instant sont relégables. Dans l'autre sous-poule, UMS malgré sa défaite reste leader, suivi de très près par Fethieu de Bonjoun et les Astres de Douala qui ont de manière catastrophique démarré ce championnat. Se sont bien ressaisis, on le voit, puisque les Brésilien de Panda sont désormais 3e de cette sous-poule B avec 14 points. Stade Renard de Mélon reste dans le milieu de tableau, c'est le maintien pour le club de Mélon, 14 points dans le bas du tableau. L'antenne rouge, Unisport du Onkam, Fovu de Baham et S Fortuna qui sont également dans cette zone de relégation. Et les combinaisons de la 12e journée du championnat de Ligue 1 à suivre dès mercredi dans 2 jours. PGS de Fou, Avion FC Academy d'Unkam, le Tonnerre de Yaoundé contre Coton Sport de Garoua, New Star, Dragon de Yaoundé, puis midi Union, Fourvou, Unisport, Fethieu, Fortuna, Eding, Astre, Stade Renard, UMS, messieurs. Des affiches tout aussi intéressantes que les autres. Serait intéressant de voir un match Tonnerre, Coton Sport de Garoua, sachant que Coton, depuis le début de la saison, n'a pas gagné de match à l'extérieur. Il faut dire que nous avons scruté le classement tout à l'heure. Lorsque vous voyez la position de Tonnerre de Yaoundé, qui est logé à la 8e place du classement, il est à un match du premier. Tonnerre a 12 points, Coton a 15 points. Ça veut dire que si Tonnerre gagne son match, son duel contre le Coton, il devient premier. Si les concurrents de Coton ne gagnent pas, qui sont notamment APGS et l'Union de Douala. Oui, c'est ça la réalité d'un championnat à 3 points. Voilà, c'est ça la réalité d'un championnat à 3 points. Ça veut dire que ce qu'on va retenir de ce championnat, c'est ce que nous avons commencé à dire depuis le début, que ce sera un championnat trop serré, trop discuté et chaque point, chaque match compte. On a plutôt l'impression que c'est pas un championnat, c'est la coupe. Parce que chaque match ressemble à un match de coupe. C'est pour ça que d'aucuns ont gueulé au début de ce championnat pour dire que non, il ne s'agit pas d'un championnat, il s'agit d'un tournoi. Parce que là, les points sont discutés. Quand vous prenez l'autre poule, vous voyez que le 6e au classement, avec 12 points,
est à moins 3 points du premier. C'est-à-dire Eding, il est à moins 3 points de UMS. Ça veut dire qu'avec une victoire et une défaite, une victoire d'Eding, une défaite de UMS, Eding est premier. Donc, c'est intéressant à la fin. Hein? Et c'est jusqu'au dernier jour, j'en suis presque convaincu, c'est jusqu'au dernier jour que ça va se délier sur les détails. Et les détails, ce sera les détails d'1 ou de 2 points. Donc c'est un championnat intéressant à la fin. De belles affiches pour cette 12e journée de Ligue 1. Oui, de belles affiches. Déjà, APGS qui va affronter Avion. Disons, Avion qui a gagné son match de la 11e journée. Oui, 2-0 du côté de Limbe. J'en profite pour faire. Oui, vous faire oui, je n'ai pas loin de là. J'en profite pour faire un gros coucou au coach Vassilio Sisseve qui a pris les commandes du banc de touche d'Avion FC Academy. C'est quasiment toute la direction de la NAFO dans le littoral qui est sur le banc d'Avion FC Academy, le chef de pôle régional Nicolas Toyen, son adjoint Vassilio Olivier Sebe, Avion FC Duncam. Et les résultats, on les voit. C'est quand même, les résultats, c'est quand même notre avion du littoral. Là, on a vu il faut que l'avion plane. Un match de 8-0, c'est donc déjà comment dire, une bonne chose. Maintenant, tu vas aussi voir le match Tonnerre qui va affronter Coton Sport de Garoua. C'est une très belle affiche. Et puis, cette difficulté pour Coton à l'extérieur. Oui, jusqu'à présent, Coton n'a encore gagné aucun match à l'extérieur. Oui, mais il faut dire, c'était le Coton de Bertin et Bouillet cette fois-ci. Il y a eu le coach Emmanuel Dubebosso qui est arrivé. Il sera son premier match. Oui, il sera son premier match. Peut-être que la donne va changer. Il y a eu, Coton a été exempt lors de cette journée, donc probablement Emmanuel Dubebosso a eu le temps de travailler avec le groupe pour mieux le connaître. Et puis, je note aussi comment dire, les deux matchs que sont Eding contre Astre et Stade Renard contre UMS là. Oui, un derby du Mungo. Ah, oui. Donc, carrément un derby du Mungo avec des entraîneurs qui se connaissent bien, des présidents qui sont également amis. Donc ça promet des étincelles. Aboubacar Soulemanou contre Diam Laurent, le duel des entraîneurs que vous avez évoqué, la 11e journée Ligue 2, entièrement s'est disputée samedi dernier. Victoire de la Dynamo de Douala, c'est la 3e de la saison pour les Bonnes Badjop qui ont battu Bambolette de Cambé 1-0. Une équipe métamorphosée depuis l'arrivée de Benjamin Mongo qui a pourtant démarré la saison avec New Star de Douala. Ça c'était pour la campagne africaine. L'aventure n'est pas allée jusqu'au bout. FAP a été battu 2-3 par la Panthère d'Undé. Victoire de Bambouto sur l'Aigle Royal de la Ménois 1-0. C'était au CNHS de Djong samedi. Racing 1, Renaissance de Gomo 1. Lyon blessé de Fotoni battu par Yafout 0 contre 1. Et le Léopard de Douala a gardé son invincibilité en déplacement à Kribi. Le club de Deido, les Banabanjo, ont tenu tête à Ofta local, 0 partout, score de la partie. Et la 12e journée, le Léopard de Douala sera au stade municipal de Yapi. C'est de ce côté que les Banabanjo reçoivent leur match. Le Léopard sera face à l'Aigle Royal de la Ménois. Bamboutos va jouer Ofta Kribi, Renaissance Lyon blessé de Fotoni, Yafout, Racing, Bambolette, AS Tomiki, Canon, FAP de Yaoundé. Une équipe de la Panthère en pleine forme sera face à AS Matelo de Douala lors de cette 12e journée de ce championnat de Ligue 2. Les places pour la session en Ligue 1 vont être précieuses. Il faudra passer cependant par ce tournoi, par ces playoffs. Il ne suffit pas de terminer premier de Sassopol pour se dire ça y est, je suis de retour en Ligue 1. Non, il faudra passer par les playoffs. Cher monsieur, voilà pour les championnats de football professionnel. Nous allons parler à présent de la nomination d'un nouveau directeur technique national et qui, mieux que le coach Billet engage sur plateau, premier concerné, puisque c'est, on va dire, la crème, c'est peu le chapeau pour les entraîneurs de football. C'est à travers cette direction technique nationale que vous passez vos diplômes. Il y a un nouveau patron de cette direction technique nationale génois que malheureusement beaucoup ne connaissent pas trop. Une brève carrière au canon sportif yaoundé dans les années 90, 92, 93, 94 par là. Ensuite une carrière également éclair du côté de l'Espagne. Puis il embrasse une carrière d'entraîneur de football. Là aussi, pas de grand club à son actif, mais il a réussi à entrer à la direction technique du côté de la France et c'est de là qu'il part aujourd'hui pour être directeur technique national au Cameroun.
Oui, c'est de là qu'il part. Donc, de toute façon, il y a la nomination d'un directeur technique national qui était attendue depuis un certain temps, depuis que l'ancienne direction technique nationale avait été priée de plier bagage, du moins par rapport à certains individus qui la composaient. Donc, il fallait faire une nomination. Et là, il y a donc cette décision de confier la direction technique nationale à Serge Noah. C'est vrai que la décision en elle-même parle de Jean-Serge Noah. D'autres personnes vont parler de Joseph-Serge Noah. Donc, je ne sais pas si c'est effectivement la même personne. Peut-être qu'il y a eu un problème au niveau de la rédaction de la décision, ce qui peut-être pourrait poser un problème. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle direction? Pour ce qui est donc de la direction du nouveau directeur technique national, évidemment, c'est la direction technique nationale qui traditionnellement définit la politique technique nationale en matière de football dans un pays, notamment au niveau de la formation des cadres, au niveau également de la formation, du football à la base, si je peux dire. L'implémentation de l'identité du football national. Oui, entre autres. Bon, maintenant, on va dire les propriétaires des écoles de formation ne sont pas obligés de prendre pour modèle ce que la direction technique nationale va définir. Et donc, vous pouvez avoir votre modèle de formation s'il a des résultats, vous pouvez toujours vous y appuyer. Mais là, donc, l'ancienne direction technique nationale, à un certain moment, m'a semblé manquer de moyens et donc de dynamisme pour la mise sur pied, pour l'implémentation des projets et l'atteinte des objectifs qui avaient été fixés avec cette nouvelle direction technique nationale. On ne pourra la juger que par rapport au travail fait. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, à travers les fruits, on reconnaîtra l'arbre, on jugera le maçon au pied du mur. J'espère simplement qu'on donnera assez de moyens à la nouvelle direction technique nationale pour pouvoir travailler comme il faut. Évidemment, Serge Noah, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu. Ça fait que lorsque la décision est sortie, on s'est demandé mais qui c'est. On a tapé sur Google, on n'a pas pu trouver de qui il s'agissait. Deux ou trois photos, hein, au maximum. Oui, mais ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas connu qu'il est forcément mauvais. Ça aussi, il faut le dire. Sauf que généralement, les gens qui sont, qui ont un grand talent, qui ont déjà de l'expérience rapidement, ils sont connus. Là, j'espère. Et ça, c'est ce qu'on devrait toujours faire. Mais beaucoup, Jean-Marie, s'interrogent sur ce palmarès pas très bien étoffé. En tout cas, c'est une réalité en faisant une comparaison avec d'autres pays. En France, par exemple, une direction technique nationale, c'est des messieurs rompus à la tâche qui ont fait leur preuve. C'est les Aimé Jacquet, c'est les grands noms du football français en matière d'entraînement. Oui, mais vous savez, les choix sont toujours discrétionnaires et subjectifs. Donc, si on avait mis mon frère et ami Billet Tanga, la discussion devait commencer. Et à cette direction nationale planaient des grands noms de football du Cameroun. Hier, il y avait Jean Mangangene, il y avait Jean-Paul Akono, il y avait Sonkin, il y avait Atta Robert. Ben, écoutez, les billets qui sont sur ce terrain peuvent eux-mêmes faire le bilan. Aujourd'hui, il a si bien dit, ce n'est pas parce que le nom n'est pas très bien connu qu'on va commencer à le jeter en pâture. Non, moi je pense qu'il doit mettre sur pied une véritable politique de développement du football au Cameroun. Et le développement du football passe par la formation des formateurs pour pouvoir dénicher les footballeurs dans les plus profondeurs du Cameroun lointain. Donc c'est à lui de faire le travail, c'est à lui de se faire découvrir, et il peut déjà s'enorgueillir en se disant que le Cameroun a l'habitude de rendre ceux qui sont moins connus très connus. Et bien voilà une occasion qu'on lui a donnée. Je crois quand même qu'on a lu son profil. Il a fait ses classes dans des formations des jeunes à Créteil, en Espagne, ainsi de suite. Donc il a quand même flirté. Ce n'est pas un charpentier, ce n'est pas un maçon. C'est quand même quelqu'un qui flirte avec le football. Moi, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, mais j'estime que ceux qui l'ont nommé qui peuvent faire l'affaire. Reste qu'à attendre maintenant le maçon Pélumur, Billy Tanga. Oui, on va attendre le maçon au pied du mur. Il faut dire une chose, le pari me paraît toutefois risqué.
le pari me paraît risqué. Oui, il faut le dire. Parce que si on ne le dit pas, généralement la direction technique nationale est confiée à des individus qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de talent, un vécu énorme. Donc, il faut quand même que quand ils parlent aux autres, que ce soit avec beaucoup d'autorité. C'est pas simplement. Oui, bon, ça c'est du charisme. Voilà pourquoi je dis talent, expérience et charisme. Quand même, ce serait un peu discutable que vous prêtiez véritablement une oreille attentive à un directeur technique qui n'a peut-être pas autant de diplômes que vous. Par exemple, entraîneur de football, par exemple, ou qui n'a pas peut-être la carrière que vous avez. Oui, par exemple, ce serait compliqué. Et donc, on écoute plus facilement des gens qui ont des compétences et des compétences qui sont reconnues, des compétences qui sont reconnues et qui ont également de bonnes valeurs humaines, donc en tant qu'individu, qui ont du charisme et ainsi de suite. Donc, pour ce qui est de l'expérience, je ne suis pas convaincu que le nouveau directeur technique national peut se prévoir d'une très grosse expérience à la mesure par exemple d'Aimé Jacquet et autres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le talent. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le talent. Probablement il a du talent. Les gens qui ont décidé de lui confier la direction technique nationale ont dû étudier le dossier. Je préfère ne pas penser que c'est juste une affaire de réseau. Non, je préfère penser que c'est un technicien qui a de la valeur, qui est capable de faire, on lui reconnaît certaines compétences. À partir de ce moment-là, on va donc lui permettre de travailler. Désormais, il est nommé. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il est nommé. Il doit travailler et nous le jugerons donc par rapport au travail qu'il va abattre, par rapport au projet qu'il va mettre sur pied. C'est tout ce qu'on peut dire. D'accord, nous allons bientôt sortir de cette émission, mais comment ne pas parler de la Ligue régionale de football du littoral, peut-être avant ces images des championnats amateurs, Ligue départementale de football d'Ouvrier, la saison ouverte ce week-end avec le match des 0 buts partout entre AS Ngangé et AS Estuaire, alors que amis de l'Académie et Botsis ont fait jeu égal, un but partout. Il y a une décision aujourd'hui, Jean-Marie, concernant la Ligue régionale de football littoral, une décision de la commission de recours de la Fédération camerounaise de football, on l'appelle généralement la commission Schlick. Schlick qui a pris cette décision d'invalider la décision du président de la Ligue régionale de football littoral de nommer au poste secrétaire général de la Ligue régionale de football littoral, Mathieu Nathanaël Diop. Oui, c'est un épée de Damoclès qui planait déjà sur la tête de la Ligue régionale depuis la tenue de cette Assemblée générale, où l'Assemblée générale s'est arrogée des pouvoirs qui ne lui étaient pas réservés. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'article 38 alinéa 7 a été cité, parce que la nomination d'un secrétaire général passe par le conseil d'administration. Et nous nous sommes rendus compte que les membres du conseil d'administration, qui sont au nombre de 7, il y en avait 4 qui n'étaient pas d'accord avec le président de ce conseil. Et au sorti du conseil qu'ils ont eu, ils ne se sont pas accordés sur la nomination d'un secrétaire général et des commissions. Il paraît que le président a choisi... Même les commissions ont été invalidées. Voilà, même les commissions ont été invalidées. Et puis, sauf que je pense que le président du conseil n'a pas tenu compte des personnalités qui faisaient partie de ce conseil d'administration. C'est d'ailleurs l'honorable Ekwe Blaise qui est monté à l'assaut. Et il faut se dire que ce sont des gens qui ont fait rouler leur bourse. Est-ce qu'on ne joue pas là les prolongations de cette bataille contre le football littoral? Oui, écoutez, mais sauf qu'à partir du moment où vous avez été d'un même camp et que vous avez gagné, vous deviez parler d'une même voix, ça c'est évident. Et puis le rôle premier revient au président, c'est-à-dire au chef de groupe. Parce que le chef de groupe, c'est le président du conseil d'administration qui devra... Mais il n'a pas pris cette décision à titre personnel et il est passé par l'Assemblée générale. Oui, mais c'était une violation grave, des textes. Le principe de la séparation de pouvoir a été violé. L'Assemblée générale n'a pas un pouvoir exécutif, non, pas du tout. Et le principe de séparation de pouvoir est consacré à la Fédération camerounaise de football. Il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir législatif, il y a un pouvoir judiciaire. Ce n'est pas au nom de au nom du principe de la souveraineté de l'Assemblée générale qu'on va violer le principe de la séparation de pouvoir. Sinon, Billet Tanga va gagner un match, la commission d'homologation va homologuer sa victoire et on viendra à l'Assemblée pour dire que, bon, comme nous sommes pouvoir souverain, on annule la victoire de Billet Tanga. C'est de ça qu'il est question. Jean-Marie, puisque vous qui êtes à cette Ligue régionale, vous estimez que les choses n'ont pas été faites en conformité avec les tests, pourquoi vous n'avez pas démissionné lorsque vous avez été nommé au sein d'une commission, l'une de ces commissions qui ont été invalidées aujourd'hui par la commission Schlick? Je ne suis pas nommé. Peut-être que vous faites erreur.
C'est une nouvelle lecture qu'on a vue. On va peut-être bien reparcourir. On va reparcourir la commission de ces différentes commissions. Je n'appartiens à aucune commission, mais je respecte tout ce qu'on a nommé dans ces commissions. Même moi, si j'avais été dans cette commission et qui a été injustement ou maladroitement ou illégalement nommé, aujourd'hui, nous devions nous remettre en question. Voilà, allez, on va sortir cette émission par des images plutôt pathétiques. Photo Gérard, arbitre de football bien connu au Cameroun. Plus d'une centaine de matchs dirigés par cet arbitre de football victime d'un accident de circulation lors de la saison 2017-2018, hein, alors qu'il revenait, c'est bien ça, Jean-Marie? Non, il allait diriger, il allait diriger un match de football, victime d'un accident de la circulation. Aujourd'hui, il est inerte. Le football Cameroun, on va dire les instances, FECAFOOT, Ligue professionnelle du Cameroun ont fait ce qu'ils ont pu, et puis par la suite il n'y a pas eu ce suivi aujourd'hui. Cet arbitre de football qui se donnait à cœur joie à sauter et à courir dans les stades pour diriger des matchs est invalide aujourd'hui. Il médite sur son sort. Vous savez, vous êtes au courant de cette situation, mais vous précisément, puisque vous, il faut également noter que vous avez cette formation de préparateur physique et de kiné, donc vous lui avez donné un coup de main à un moment donné pour essayer de le remettre sur pied. Disons que Fosso Gérard, c'est un ami, c'est-à-dire au-delà des relations dans le football, c'est un ami personnel. Il a été victime d'un accident de la circulation, c'était le 12 mars 2017. Il allait diriger un match du côté de Mbouda, dont le match Bamboutos UMS, si mes souvenirs sont exacts, c'est là qu'il est victime d'un accident de la circulation. Il a subi une opération extrêmement risquée d'ailleurs à l'hôpital général de Douala. Et donc depuis ces temps-là, il n'a pas retrouvé l'usage de ses membres. C'est vrai qu'il y a eu une amélioration au niveau, notamment des membres supérieurs et ainsi de suite. C'est à partir de ce moment-là qu'on a découvert qu'en réalité, l'assurance dont les acteurs qui doit couvrir les acteurs, que cette assurance, on la voit pas. On ne sait pas si elle existe réellement, mais de toute façon, on l'a pas beaucoup vu. Vous qui êtes proche de Fosso Gérard, on l'écoutera d'ailleurs tout à l'heure. N'a-t-il pas été pris en charge par cette assurance de la LFPC? À ma connaissance, pas par l'assurance. Il a cependant reçu une aide. Si on dit qu'il n'a pas reçu une aide de la LFPC, c'est faux. Donc, il a reçu une aide de la LFPC, notamment quand il était encore à l'hôpital général. Une petite aide également de la Fédération camerounaise de football. Mais toutes ces aides-là, à mon sens, sont pratiquement insignifiante quand on regarde l'immensité des montants, du montant des soins. À un moment, il s'est déporté du côté de le voilà qu'on voit bien l'image, hein. Oui, donc du côté du nord-ouest, là où donc je vais pas, pour des raisons familiales, il était là-bas, et puis il a suivi une rééducation de ce côté-là, puis il est revenu du côté de Douala. C'est lui qui a le pied gauche sur la ligne médiane, et donc il est revenu du côté de Douala, et là depuis il a été pratiquement abandonné par tout le monde, et il a perdu parce que sur le plan professionnel. On l'a vu, il passe ses journées couché dans ce lit. Merci à Amos Fongo qui allait nous chercher ces images de Fosso Gérard alors qu'il était encore en activité. Avant de la parole à Rome Jean-Marie, qui lui est du corps des arbitres au Cameroun. On va écouter notre arbitre, Simon Gonbele, qui juste derrière donnera la parole à Fosso Gérard lui-même. À tout de suite. L'état de Gérard nous inquiète parce qu'il a une incapacité, comment dirais-je, générale et permanente. Donc, ce qu'il nous faut là aujourd'hui pour Gérard, c'est une évacuation. Et les gens le disent, avec les spécialistes qui ont essayé de nous aider, de nous dire, même avec un 7 millions, on peut évacuer Gérard dans d'autres hôpitaux qui ont un meilleur plateau technique. Parce que les membres supérieurs et inférieurs ne bougent pas. Il est là. Il est dépendant des gens qui sont autour de lui au quotidien. Donc, j'interpelle vraiment ceux qui l'ont connu. Nous avons les larmes aux yeux tous les jours. Nous pleurons. Nous ne savons pas comment faire. C'est vrai,
nous aussi les arbitres, on se bat pour que Gérard puisse se lever. Mais ça ne sera pas une chose facile. D'où je dis, je pleure, je suis à genoux. Je demande aux gens de venir nous aider, sincèrement. Parce que ce cas, il est pour tous les sportifs. Voilà un acteur de football camerounais, arbitre de football qui a fait toutes ses classes des championnats amateurs au championnat professionnel jusqu'en première division au Cameroun. On écoute Fotso Gérard dans son lit de malade. C'est un cri de détresse que je mets pour implorer l'Africa Foot. Pour que l'Africa Foot essaye de se pencher sur mon cas. Je suis paralysé. C'est la paralysie totale. Membre inférieur, membre supérieur. Je ne peux pas bouger au lit. Je fais tout sur place. On me nourrit comme un enfant. Ma famille est abandonnée à moi. Donc j'implore l'Africa Foot de se pencher sur mon dossier. Les nouveaux dirigeants de l'Africa Foot qui voient ce problème. J'implore les dirigeants de la Ligue qu'ils essayent de voir ce problème. J'allais officier un match de football. Le match opposant à Bouddha UMS, Obambutos de Bouddha contre UMS. Et aujourd'hui, je suis abandonné à moi-même. Est-ce possible dans un État comme le Cameroun? Est-ce possible à ce siècle où nous sommes? J'implore toutes les âmes de bonne volonté qui peuvent me venir en aide pour que je puisse poursuivre ma rééducation. Vraiment qu'ils le fassent. Et voilà, un collègue que vous connaissez bien, puisqu'étant arbitre de football vous-même. Oui, ça me laisse les larmes aux yeux parce que nous sommes passés par là. Nous avons emprunté à chaque fois plusieurs véhicules, des avions, des trains, pour aller rendre service à la nation. Et je crois que c'est ce que Gérard faisait. Aujourd'hui, il est abandonné à lui-même. Ça laisse matière à penser. Et comme le président de la CAF disait, moi je pense que une évacuation s'impose pour Gérard, parce que il ne faut pas se dire que la situation est désespérée. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une question de soins intensifs. Et jusqu'ici, ce qu'on a apporté à Gérard, ce n'est pas les soins, c'est des aides. Parce qu'en matière de soins, il faut que l'administration, oui, des gros moyens, et que l'administration du football en général, parce que Gérard, c'est un accident de travail. Gérard n'allait pas à un mariage. Gérard n'allait pas à un funérail. Gérard allait à un match de football. Et s'il faut qu'à chaque fois qu'un arbitre va à un match de football, qu'il fasse un accident et qu'il se fasse oublier, ben écoutez, un jour l'arbitrage va s'arrêter. Nous avons eu peut-être un peu plus de bonheur que les autres à finir la carrière sans trouver un type de malheur comme ça en chemin. Ben, pour Gérard, qui est au moins vivant, parce que nous avons également laissé 3 arbitres sur le carreau, vous vous souvenez, mes amis Ombazi Martin, pour ne pas les citer. Aujourd'hui, Gérard est quand même vivant, il est là, on peut le voir, mais eh bien, occupons-nous de ça. Parce que les veuves des Ombazi, des Frangelbert, des Bougani, d'Oda Patrice sont également abandonnées, alors que leur mari allait officier un match. Et quand il me souvient que cette même nuit, je voyageais, nous nous sommes séparés à l'aéroport. Eux entrant à Kenya Airways, moi entrant à Royal Air Maroc, on s'est dit au revoir au hall et ils sont allés mourir. Vous voyez, ça fait mal. Gérard, lui au moins il n'est pas mort, il est vivant, on peut le voir, mais qu'on fasse quelque chose. Ça me fait très mal. Heureusement que c'est sur le plateau d'Equinox et que vous avez une émission très célèbre, Regard Social. Moi, je pense que nous ne devions pas en arriver là, puisqu'il s'agit quand même de l'instant fêtière de l'Africa, du football, et que c'est un accident de travail. Et voilà. En quelques secondes, ce qui est marrant dans toute cette histoire, c'est que Gérard n'a même pas reçu la portion congrue au niveau de l'aide qu'on lui a apportée. Donc au niveau de la LFC, au niveau de la Fédération camerounaise de football. Donc je veux un peu appeler ça la portion congrue. Donc en réalité, la meilleure chose à dire, c'est que Gérard a été abandonné à lui-même. Tout simplement. Vous voulez dire que c'est ce qu'en fait on lui a apporté comme elle était tellement insignifiant. Tout